On est au 5e opus de notre Climact. Encore ce soir, une très belle soirée. On va parler compensation carbone et action, action de fondation dans le cadre d'une fondation bancaire. Vous allez voir deux conférences passionnantes. Comme d'habitude, c'est pas moi qui vais présenter cette soirée, vous avez de la chance. C'est Marie-Chantal et ses invités. Cette soirée a encore une fois été préparée par Sarah et Marie-Chantal avec le soutien de Laurent pour tout ce qui est technique. Mais je crois, si j'ai bien compris, que Sarah est de plus en plus au point sur la technique Click Meeting. Bravo Sarah. On fait un petit coucou à notre super Sarah. Vous êtes en train d'arriver. Parfait. Et Voilà. Continuez à battre le rappel. Ce serait dommage que les conférences ne démarrent sans que tous nos étudiants soient là. J'espère que vous allez bien. Je salue la Green Team qui est toujours là et qui est au taquet pour nous envoyer des petits mots. Je sais que dans pas longtemps, ça va être leur tour de s'exprimer aussi dans le cadre du Climact. J'ai très hâte de voir cela. La Green Team, pour nos chers invités, j'explique ce que c'est. C'est un petit groupe d'étudiants au sein de l'école qui est engagé dans une démarche de sensibilisation à l'écologie globale auprès de leurs pairs, mais aussi à l'extérieur du campus, et c'est plutôt vachement intéressant. Voilà, on voit Christian qui est parmi nous, Christian Levuiton. Salut Christian. Eh bien, écoutez, moi, je vais me taire. Je vais vous laisser la parole. Je vous embrasse tous, mes étudiants. Définitivement, vous me manquez. On arrive à la fin de l'année et ça devient vraiment, vraiment compliqué de se dire que je ne vais pas vous voir. Mais c'est pas grave. Vous, peut-être moins. Voilà, on va dire ça. Que Mais mais j'ai entendu dire que vous commenciez à trouver difficile aussi d'être 100% confiné. Je comprends. On trouve tout cela un peu dur de travailler dans ces conditions. J'espère que ça se passe bien en entreprise, soit en stage, soit en alternance. Khadij, ouais, vous aussi, vous nous manquez, bien sûr. J'espère que tout roule pour vous, que vous n'avez pas de difficultés majeures, que la santé est bonne. On constate tous dans les rues que le port du masque, s'il n'est pas obligatoire, il est devenu hyper optionnel. Donc, autour de vous, essayez de sensibiliser les gens. C'est un peu du grand n'importe quoi. Moi, je suis avenue Jean Médecin. Je viens travailler de temps en temps au bureau. Je peux vous dire que je trouve ça hallucinant. Et notamment auprès de vos petits frères et petites sœurs. Je ne sais pas si vous en avez, mais vous voyez cette tranche d'âge là, avec le masque ici, je trouve ça assez compliqué. Donc voilà. C'est pas pour, c'est pas pour dire, mais ça mérite d'être dit. Voilà, vous êtes pas encore au complet, mais je pense que on va attaquer cette soirée. Je remercie nos invités pour déjà la qualité des propos qu'elles vont tenir, parce que je sais que ça va être une soirée de qualité. Une de plus pour Climact 2020. À très bientôt. Je reste en backstage pour moi aussi commenter des choses dans le live tout. Ciao. c'est bien, Franck nous met des liens. Vous avez tout de suite des liens pour aller checker des informations que donnent nos intervenantes. Donc ce soir, Stéphanie et Nathalie. On va parler compensation carbone. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, et notamment la Green Team, ça veut dire beaucoup. Bonsoir Yann Clément, notamment. Mais pour certains, il y a encore des choses à annoncer, à éclaircir. Donc nous avons deux spécialistes. Avec Nathalie Garelli, Milius, que vous avez déjà entendu et vu il y a 15 jours, lors de la deuxième ou troisième opus de Climat. Et Stéphanie Gersten-Gherardi, dont on avait déjà parlé l'an dernier, mais elle n'avait pas pu se libérer lorsque nous avions fait Climat en live au Parc Phoenix l'an dernier, et on s'était dit rendez-vous l'an prochain. Alors cette année, ben, elle a moins de chemin à faire, puisqu'elle est basée en Ile-de-France, à Paris. Voilà. Mais ceci dit, maintenant on est tous en télétravail, donc la distance, voilà quelque chose qui va dans le sens de la compensation carbone. On fait beaucoup moins de distance et on est tous beaucoup plus concentrés sur ces outils. Et finalement, est-ce qu'on est plus performant? Ça se discute, mais peut-être oui. On est davantage derrière sa promesse de boulot. Je pense que nos alternants, puisque là nous avons 90% d'alternants qui sont connectés, ne diront pas le contraire, puisque la plupart sont quand même en télétravail. Certains sont en chômage partiel, mais la plupart sont en télétravail. Donc, ça va se passer comment? Eh bien, Nathalie Garelli de Acta Consult va prendre la parole pendant 20-25 minutes. Nathalie, c'est ça? Oui, si je déborde pas, vous me recadrez. Voilà. Comme d'habitude, vous posez vos questions, vous les écrivez, et notre Laurent Daniel, qui est aux manettes et qui a la technique comme Sarah d'ailleurs derrière, fera la modération et mettra les questions à l'écran. Et ensuite, je passerai la parole à Stéphanie Gersten Gherardi,
qui, elle aussi, elle travaille dans la philanthropie, le mécénat, la RSE pour une banque. Donc, elle pourra nous dire comment les banques, justement, en sont arrivées à pouvoir être très actifs dans ce domaine. Et c'est la banque Neuflize qui est en région parisienne et partout. Donc, elle pourra vous dire. Mais je ne vais pas être trop bavarde. Comme Franck, je suis ravie de retrouver et nos intervenantes et les intervenants de l'école qui nous rejoignent chaque fois ou presque. Salut à vous. Vous nous manquez, les étudiants, les alternants, mais énormément. Franchement, là, se dire qu'on ne va pas se voir avant la rentrée et certains pas avant la remise des diplômes, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on avait prévu, pareil, hein, les rencontres sociales, physiques, c'est aussi important. Bon, c'est comme ça. Cette année, on s'habitue, on est actif, réactif, agile. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais c'est compliqué, franchement. Moi, j'en ai certains en ligne, ceux qui ont des petits soucis ou des inquiétudes, donc ils m'appellent et on discute beaucoup. Voilà, j'arrête d'être bavarde. Salut Thomas Parouti, j'espère que tu vas bien. Et je vois qu'ils viennent se connecter aussi. Le monde est petit, c'est ce qu'on s'est dit, Stéphanie, la semaine dernière. Je laisse sans plus tarder la parole à Nathalie, qui a, elle, une présentation à nous faire. À toi, Nathalie. Alors attendez, parce que j'ai touché mon casque et j'ai un faux contact. Parce que moi, je n'entends rien. C'est bon, c'est revenu, donc il ne faut pas que je bouge. Voici ta présentation. Tu veux être autonome ou comment veux-tu faire? Comment je fais pour être autonome? Avec les flèches, avancer, descendre. Voilà. À gauche, à droite, si tu souhaites. Attends. Ici, là, hein? Exactement. C'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, pour ceux qui qui étaient déjà présents à la session 2, bon, je refais, j'avais déjà fait cette présentation, mais je vais aller rapidement pour présenter Acta Consult, qui est donc un bureau d'études qui est basé à Nice, qui intervient sur toutes les thématiques responsabilité sociétale et environnementale, et notamment sur ce qu'on appelle le bilan carbone. Depuis de nombreuses années, depuis 2009, moi j'ai l'habilitation prestataire bilan carbone, et les entreprises que j'ai accompagnées, ça va de TPE jusqu'à des groupes, établissements publics, etc. Et j'interviens aussi comme mandataire de l'association des professionnels carbone climat énergie au niveau de la région pour un petit peu faire la promotion de cette association qui regroupe en fait tous les bureaux d'études qui travaillent, enfin un certain nombre de bureaux d'études qui travaillent sur tout ce qui est climat, préoccupations climatiques et énergétiques et environnementales, et qui essayent de porter la bonne parole et les bonnes pratiques, on va dire, au sein des organisations. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pourrez soit me demander, vous avez le site qui s'appelle la PCC, Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Voilà. Donc, on va passer vite. Et en bas, là, de toute façon, vous aurez la présentation. Si vous avez des questions même ultérieures, vous pouvez toujours me contacter. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la compensation. Alors, on a parlé de compensation climatique, mais c'est un long processus. Et arriver à compenser, pour moi, c'est déjà le Graal. C'est-à-dire, il faut déjà atteindre cette partie-là. Et c'est pas évident. Et ça demande en général une évolution et un travail des entreprises sur plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, pour arriver à être dans une disposition à pouvoir prétendre à la compensation. Donc, je vais être très pratique. C'est pas très enchanteur ce que je vais vous présenter. C'est plutôt technique. Ou en tout cas, même si c'est simplifié, mais ça va reposer un petit peu les bases qu'il faut connaître avant de commencer à parler neutralité, compensation et utiliser tous ces termes qui sont parfois, et même très souvent, mal utilisés. Donc, voilà, que je me trompe pas. Donc voilà, c'est la transition climatique en général. C'est ce sur quoi on va parler. Donc, en fait, qui sont les organisations qui, en fait, s'inscrivent et évaluent leurs émissions de gaz à effet de serre? À la base, c'est tout entre organisations publiques ou privées. Il y a un certain nombre d'organisations qui sont obligées de réaliser
une évaluation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce sont donc les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 agents et les services de l'État. À savoir que pour l'instant, toutes ne l'ont pas fait parce que, on va dire, la contrainte, s'ils ne l'ont pas fait, n'est que de 1 500 €, mais c'est en train d'évoluer. Pour que ce soit un petit peu plus cher au niveau du non-respect de la conformité. Puis ensuite, il y a toutes les autres organisations qui vont réaliser leur évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur la base du volontariat. Donc, on peut avoir des TPE, des PME, des associations, des SCOP, enfin tout type d'entreprises, qui vont le faire parce qu'elles sont dans une démarche de transition écologique, parce qu'elles s'inscrivent dans une thématique RSE, qui n'est pas obligatoire comme l'engagement RSE des entreprises de plus de 500 salariés, et elles vont suivre, on va dire, le mouvement ou être précurseurs, parce que le chef d'entreprise, les dirigeants, la gouvernance sont impliqués en cet état d'esprit. Et puis ensuite, il y a certaines entreprises qui arrivent sur cette thématique-là, sur la transition climatique, parce que en fait, c'est une demande de gros fournisseurs, parce qu'elles s'aperçoivent que de gros fournisseurs le font déjà. Alors, en fait, ce que je vous rapporte là, c'est des retours d'expérience que j'ai des entreprises et des organisations que j'accompagne. Donc, ça peut venir de fournisseurs qu'elles ont qui le font, qui communiquent dessus, et elles se disent, mais si nos fournisseurs le font, pourquoi pas nous? On n'est pas exemplaires. Ça peut venir de concurrents, ça peut venir de clients, et puis évidemment, ça peut venir aussi de certaines filières qui sont plus en avance, plus portées par ce genre de thématique que d'autres. Et donc, dans ces cas-là, les entreprises vont le faire. Les incitations peuvent aussi venir de l'interne, c'est-à-dire des salariés qui ont des préoccupations environnementales, et évidemment, ça se fait savoir. Ensuite, j'ai un peu de mal dans les transitions, je ne suis pas encore au point. En pratique, comment on évalue les émissions de gaz à effet de serre? En tout cas, comment une entreprise peut l'évaluer? En fait, ça tout part. Je simplifie, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, on pourrait commenter davantage, mais j'ai essayé d'être assez simple. Tout ça part évidemment d'une norme internationale qui est l'ISO 14064. Ça, c'est pour l'activité d'une organisation, mais c'est également, on peut avoir cette norme c'est la 14067 pour un produit. Mais restons sur la 14064 qui concerne les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. Donc, on a différentes méthodes et outils qui sont connus. Je ne les ai pas toutes mises, mais bon. On a la méthode qui est la méthode de ce qu'on appelle le bilan GES, qui décline de l'article qui découle de l'article 75 de Grenelle 2, qui est donc la méthode réglementaire qui est utilisée par les entreprises de plus de 500 salariés et tous les obligés que je vous ai listés tout à l'heure, c'est-à-dire tous les autres établissements publics. On a également une méthode qui s'appelle le GHG protocole, qui est plutôt utilisée dans les secteurs anglo-saxons parce que les bases de données sont pas forcément adaptées à la France, sachant qu'en France, on a une base de données. Ah tiens, je vois plus une présentation. On a une base de données qui est fournie qui est donnée par l'ADEME et sur laquelle on doit obligatoirement se baser pour faire les calculs. Et puis, il y a la méthode bilan carbone qui est connue, que tout le monde utilise, où le nom a été banalisé, mais qui a été historiquement développé par l'ADEME, puis repris par l'association Bilan Carbone, qui développe des outils sous licence pour réaliser le bilan GES. Et on va dire que la plupart des entreprises passent par cet outil-là, si ce n'est certaines qui sont beaucoup plus grandes et qui ont développé leur propre logiciel interne. Et puis, il y a une nouvelle tendance qui est la méthode ACT, qui est en train de se développer justement pour plus amener les entreprises dans le cadre de la transition bas carbone. Mais pour l'instant, elle est encore développée à titre expérimental. Voilà, donc là, vous avez un petit panorama des différents types de méthodes. Moi, à titre d'information, j'utilise la méthode bilan carbone qui intègre la méthode obligatoire du bilan GES, qui intègre le GHG protocole, enfin voilà, qui intègre les autres outils. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus souvent utilisé en France, en tout cas pour les organismes qui sont volontaires, voire même les obligés. Voilà. Alors, comment on procède
quand on veut évaluer ces émissions de gaz à effet de serre, ben, la première étape, c'est donc de quantifier, c'est le terme qu'on utilise. Donc, on va réaliser un bilan, un peu comme on réalise un bilan comptable. Sauf que le bilan comptable, ben, on regarde ce qu'on a fait sur une année et on le comptabilise en euros. Eh bien, au titre du bilan carbone, on le comptabilise en émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en quantité de gaz à effet de serre émise et plus généralement en tonnes de gaz de CO2 équivalent, parce que c'est l'ensemble des gaz qui sont regroupés en un. Et on regarde l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise. Donc, on va regarder les consommations d'énergie, d'eau, les fluides réfrigérants, c'est-à-dire tout ce qui est climatisation, groupe froid. On va regarder les achats de tous les produits, de tous les services. On peut aller jusqu'à la sous-traitance. Là, je fais une petite remarque entre bilan carbone, empreinte carbone. Le bilan carbone, c'est les émissions, ça concerne les émissions d'une entité sur le périmètre France, sur le territoire France. L'empreinte carbone, c'est toute la partie, on va dire, qui est externalisée et qui très souvent, on l'a vu avec le Covid en France, il y a beaucoup d'émissions qui sont situées hors France et qui ne sont pas comptabilisées dans le bilan. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de demandes d'entreprises qui veulent évaluer leurs émissions en dehors de la France pour consolider tout ça et savoir exactement combien elles émettent de gaz à effet de serre au global. Donc, on regarde tout ce qui est lié à l'entreprise, l'emballage, le packaging, les déplacements domicile-travail, les déplacements professionnels, le fret, donc toute la logistique, les déchets produits, jusqu'aux immobilisations, aux usages de certains produits et à leur fin de vie, ce qui devient d'autant plus important qu'on a la loi sur l'économie circulaire qui est toute nouvelle en France et qui fait que ça devient quand même quelque chose qui est un enjeu assez fort au niveau des organisations. Donc, pour résumer, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très long. Ce sont des calculs sur un an et pour beaucoup d'entreprises, récupérer toutes les données dont on a besoin pour les transformer en émissions de CO2, ça demande un gros travail de collecte, d'exploitation des résultats, de saisie des résultats, et tout ça, ça peut prendre plusieurs mois, voire un an. J'ai même eu des entreprises où on a carrément mis 2 ans pour consolider les résultats du groupe. Donc, c'est pas évident et ça dépend très souvent de la capacité qu'a l'entreprise à récupérer des données quantifiées. Ensuite, une fois qu'on a évalué, donc on va avoir des émissions qui vont être mises par poste, donc sur ce que je vous ai listé tout à l'heure, les énergies, les consommations, etc. Enfin, tous les différents postes, les emballages, les déchets, etc. Et à partir de là, on va commencer à dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va pouvoir réduire ces émissions? Et c'est là qu'on va commencer à avoir une approche analytique, on va dire, des résultats et des données, et qu'on va pouvoir travailler sur le volet extra-financier de l'entreprise pour pouvoir agir et intervenir à tous les niveaux. Donc, il y a une approche qui est purement environnementale, mais il y a aussi toute une approche qui est un peu plus sociétale, parce qu'évidemment, quand on va aller regarder du sourcing de certains produits, bah forcément, on va remonter toute la filière et on va se poser aussi d'autres questions qui ne sont pas qu'environnementales. Et donc, on va définir des actions avec des priorités. On va travailler sur le retour sur investissement. On va travailler sur tout type de prioriser les actions, définir des indicateurs de performance qui vont démontrer que les actions qu'on va mettre en place sont pertinentes ou pas. Et dans ces cas-là, il faudra mettre en place des actions correctives. Ça peut être aussi des indicateurs de prise de décision. Par exemple, j'avais le cas d'une entreprise qui savait pas si elle devait d'abord isoler, mettre des doubles vitrages ou changer ses chauffages. On a fait des simulations et on s'est aperçu qu'en retour sur investissement et émissions carbone, il y avait, je ne me souviens plus du tout d'ailleurs quelle était l'action, mais il y en avait une dans leur cas qui était prioritaire, en tout cas qui était plus pertinente que l'autre. Et puis on définit ce qu'on appelle l'intensité carbone. Alors là, c'est très important parce que la question que me posent souvent les entreprises, c'est de me dire, ah oui, mais est-ce que je suis bon par rapport aux autres? À mes concurrents, on peut pas le calculer parce que tout va dépendre du périmètre qu'on va évaluer, tout va dépendre des données qu'on va prendre en compte. Est-ce qu'on arrive à prendre en compte certains sous-traitants ou pas? Donc, on peut pas comparer une entreprise qui va avoir 50 salariés, 3 sites, une entreprise qui va avoir 15 sites avec 100 salariés, donc moins de domicile travail, une entreprise qui va être située sur Paris où
La plupart des salariés vont obligatoirement venir en RER ou en métro, alors que si elle est située dans le 04, ils viendront tous en voiture. Donc, on peut pas comparer, on peut pas comparer les autres. Et en plus de ça, une entreprise dans sa vie, elle a son chiffre d'affaires. Disons que dans le meilleur des cas, elle embauche et elle a son chiffre d'affaires et sa production, si on parle d'une entreprise de production, qui augmente. Donc forcément, elle va émettre plus du gaz à effet de serre. Et donc, en fait, l'intensité carbone, c'est rapporter ces émissions globales à un indicateur d'activité qui peut être des tonnes de produits, des unités de vente, comment ça s'appelle, du chiffre d'affaires. Et en croisant un petit peu tous ces indicateurs d'intensité carbone, c'est comme ça qu'on arrive à voir si dans la vie de l'entreprise, les actions qu'elle met en place ont un impact ou pas. Et à partir de là, on définit une feuille de route. Et c'est cette feuille de route qui va permettre de réduire les émissions dans le temps. Est-ce que je dois répondre aux questions? Ou pas, Franck? Seulement 1500 d'amende. Oui, c'est ça, c'est 1500 euros d'amende. C'est pour les obligés qui ne font pas leur bilan GES. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Alors, pourquoi des entreprises, et notamment celles qui ne sont pas obligées, justement, se lancent dans ces actions-là qui, comme vous avez compris, au-delà du fait que ça leur coûte quand même un petit peu d'argent au niveau de l'accompagnement et ça leur coûte beaucoup de temps, c'est assez chronophage, il faut impliquer quand même tous les salariés dans la démarche, donc c'est quand même pas quelque chose qui a priori est facile, c'est parce que celles qui ont perçu les bénéfices et qui s'appuient dessus constatent qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, comme je vous le disais, à partir du bilan carbone, ça s'inscrit littéralement dans une démarche RSE et à tout enfin, pas que dans le domaine d'action, en tout cas, de l'environnement. Ça touche aussi d'autres points de la RSE. Ça s'inscrit aussi dans la démarche de transition écologique, puisque l'entreprise va regarder, essayer d'être sobre en consommation d'énergie, en consommation de ressources, va regarder ses flottes automobiles. Là, j'ai des entreprises qui sont en gros casse-tête à l'heure actuelle pour renouveler leur flotte automobile parce qu'on a plusieurs critères à prendre en compte sur les véhicules. Ça leur permet évidemment de faire des économies, parce que si vous consommez moins d'énergie, vous faites forcément des économies, mais ça se porte aussi sur tous les postes de l'entreprise. Ça permet d'innover parce qu'on va sur de l'économie circulaire, sur de l'économie de la fonctionnalité, sur de l'éco-conception produit. À l'heure actuelle, j'ai pas mal d'entreprises qui travaillent beaucoup sur les packaging parce que justement, avec la loi sur l'économie circulaire, elles vont avoir des bonus-malus. Donc, ça leur permet de travailler là-dessus. Il y a aussi la notion de risque qui est importante. On l'a vu avec le Covid parce qu'on va regarder toute la chaîne d'approvisionnement, toutes les filières, tous les moyens de s'approvisionner. Est-ce que c'est par avion? Est-ce que c'est par bateau, etc. Il y a la notion d'image parce que là aussi, une entreprise qui est engagée pour la lutte contre le changement climatique a forcément une très bonne image du moment qu'elle communique de manière responsable. Ça permet aussi de donner du sens parce que très souvent, il y a aussi les jeunes générations qui sont impliquées et sensibles à ce genre d'engagement et ça permet de recruter, d'attirer les talents et aussi de les fidéliser. Et puis également, ça permet, on constate que les entreprises qui sont engagées dans ces thématiques-là, qu'elles soient en RSE et aussi sur le volet plus environnemental et climatique, sont beaucoup plus résilientes parce qu'elles anticipent des caractéristiques géopolitiques, les contraintes d'approvisionnement de certaines ressources, etc. Et donc, ça leur permet c'est réellement le cas d'être proactive et d'anticiper un petit peu sur le futur et de pas se retrouver demain face à un changement climatique et qu'elles se prendront de front dans leurs activités. Alors, une fois qu'on a bien réduit et qu'on est arrivé au stade, j'allais dire, incompressible des émissions, qu'est-ce qu'on fait? Je parle encore, on compense volontairement. Je suis toujours sur les entreprises qui ne sont pas obligées, qui ne sont pas soumises à une réglementation. Eh bien, en fait, ces entreprises, quand elles... attendez, j'ai perdu une slide, voilà. Comment elles vont compenser? Eh bien, en fait, il va falloir qu'elles regardent les quantités d'émissions de CO2 qu'elles ont et sur quel périmètre et comment elles vont faire pour le compenser. C'est-à-dire, j'ai mis 100 tonnes sur mon bâtiment de CO2. Eh bien, est-ce que je vais
trouver un mécanisme de compensation pour compenser les 100 tonnes que j'ai émises. Et là, ça devient très compliqué. Et c'est là où on commence à voir des gens qui communiquent sur tout et n'importe quoi, et où on est très proche, on va dire, on est assez proche du greenwashing. Parce que le principe de neutralité carbone, c'est pas si clair que ça. C'est assez réglementé. Il y a des critères, et on parle d'ailleurs plutôt de zéro émission nette, c'est-à-dire c'est vraiment une soustraction de l'un et de l'autre, mais on n'est jamais réellement neutre, parce que compenser l'ensemble de ces émissions, c'est pas possible. Donc, on fait un plus et un moins sur un périmètre qui est défini, sur lequel il faut être très clair et transparent. Parce que quand on définit un programme de compensation, admettons qu'on sache qu'on veut compenser 1500 tonnes, il va aussi falloir trouver le projet. Qui va compenser, comment on va compenser, sachant qu'on passe par des courtiers généralement, où le prix des quantités carbone est variable suivant les types de projets. Donc, on peut compenser en France. À l'heure actuelle, il y a le label bas carbone. On peut compenser à l'international. Est-ce qu'on va compenser plutôt sur des émissions séquestrées, des projets de biomasse, de plantation, ou des émissions évitées au travers d'énergies renouvelables, etc. Est-ce qu'on veut une dimension sociétale parce qu'on veut compenser sur des projets, sur des populations en voie de développement ou sur des pays développés? Et surtout, il faut ne pas faire la confusion, et ça Stéphanie vous parlera nettement mieux que moi tout à l'heure, des projets de mécénat. La compensation carbone, ça n'est pas du mécénat. Voilà, le mécénat, c'est un autre dispositif. La compensation carbone, j'ai une quantité de carbone et il faut que j'achète la même quantité pour la compenser avec un coût. Le mécénat, il y a un mécanisme de défiscalisation derrière, et on passe pas par les mêmes critères. Parce que tout de suite, on peut partir sur du greenwashing, et on n'est plus dans une communication éco-responsable. Et donc, je suis déjà à la 11, il me semble que j'en ai zappé une. Non, voilà. La compensation, en fait, je vous parlais de critères stricts pour éviter le greenwashing. Il existe, et heureusement, notamment dans le cadre de la compensation volontaire, des dispositifs qui permettent avec des standards et des labels, de respecter certains critères. En l'occurrence, la mesurabilité, c'est-à-dire que on sorte pas du chapeau des quantités de gaz à effet de serre à compenser, de pouvoir les faire vérifier tout le dispositif par un tiers, que les projets durent au moins 7 ans, et que les projets sur lesquels on va compenser puissent montrer que sans ces achats de carbone, ils n'auraient pas pu être faits par ailleurs. Donc en fait, il y a tout un tas de critères. Vous pourrez trouver toutes les infos sur la compensation sur le site info-compensationcarbone.com. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et notamment sur les projets avec les arbres, on plante un arbre, il y a eu tellement d'abus, que ça devient très très compliqué de communiquer là-dessus. Et donc il faut faire attention. C'est pour ça que si vous voulez aller sur une filière, on va dire biomasse avec des arbres, la France a mis en place un dispositif qui s'appelle le label bas carbone. Au moins, on est sur quelque chose de vérifié, parce qu'il y a eu des abus où des organismes ont planté des forêts dans certaines parties du monde qui étaient déjà défavorisées, où ils ont pompé toutes les ressources hydriques des villages, où les populations indigènes ont été obligées de migrer. Enfin, ça a été une catastrophe sociétale, tout ce qu'on veut, humaine, et tout ça pour compenser. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ces points de vue-là. Et je vais terminer pour pas prendre trop de temps. Le monde d'après, voilà, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc, il faudrait effectivement, la première étape pour s'adapter au changement climatique, c'est de partir sur un mode de transition bas carbone. Donc, la première chose, c'est vraiment de comptabiliser et de réduire avant de compenser pour s'inscrire dans du durable. Ça permet aux entreprises, aux organisations à mission de donner du sens et d'engager les collaborateurs dans une démarche. Et vraiment, ça devient un projet d'entreprise. J'accompagne des entreprises à l'heure actuelle qui ont réduit, qui veulent vraiment partir sur cette logique de transition carbone, et qui ont même marqué un objectif sans trop le chiffrer de zéro émission nette.
Mais c'est un gros chantier de mobilisation de l'ensemble des salariés, de l'ensemble des parties prenantes. Mais c'est absolument extraordinaire parce que ça relève, ça met en avant de l'innovation, des idées, de la transversalité dans l'entreprise, des échanges. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde est demandeur de ça et qu'on ne savait pas comment le prendre. Et finalement, le carbone, c'est un moyen, c'est un indicateur unique qui permet de fidéliser et de quantifier tout ça avec juste des tonnes de CO2. Voilà. Et je pense que si on va dans cette logique-là, eh ben, on va enchanter notre futur plutôt que le réchauffer. Voilà. J'ai terminé, mais j'ai regardé aucune de vos questions. Laurent, tu mets les questions à l'écran. Comment fait-on? Ou Nathalie les lit. Comment fait-on? Ah, les voilà. Je crois qu'elles apparaissent à l'écran. Alors, au niveau des filiales de grands groupes, là, c'est un petit peu, c'est en fonction du code sirène et de la consolidation. La réglementation telle qu'elle était à l'heure actuelle est en train de changer. Alors, ça fait 2 fois que le ministère, mes sources sont bonnes, était en train de travailler là-dessus. La première fois, ils ont eu un gros stop à cause des gilets jaunes. Et là, il y a un petit moment de transition à cause du Covid. Mais c'est vrai que la réglementation pour les obligés va se durcir et normalement, elles auraient la possibilité de consolider au niveau des filiales parce que normalement, c'est par numéro sirène, je crois. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui passent entre les mailles du filet parce que justement, leur structure d'entreprise font elles font moins de 500. C'est des organisations, c'est plusieurs entités de moins de 500. Autre question? Est-ce que la grande distribution française, je ne vois pas le verbe, possède ce genre d'indicateur, est au courant de ce genre d'indicateur? Car ça pourrait être révolutionnaire. Les grands groupes, en général, sont obligés, c'est-à-dire les plus de 500 salariés, les grands groupes de cosmétiques, les grands groupes, moi je connais plus la cosmétique que la grande distribution, mais forcément, ils sont tous, par exemple, les groupes comme Decathlon, ça fait bien longtemps qu'ils utilisent le carbone comme indicateur. C'est même un des outils qu'ils utilisent dans l'éco-conception de leurs produits. Ils l'ont mis en place dès la R&D. Donc, il y a vraiment des groupes qui sont très en avance là-dessus, qui l'utilisent à bon escient et qui ont compris que c'était pas un frein, pas une contrainte, mais plutôt un levier dans différentes démarches internes. Donc, forcément, ils sont au courant et forcément, ils font là. En général, vous le voyez, s'ils l'ont fait, c'est dans leur rapport extra-financier. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, que j'ai pas précisé pour rester simple, c'est que dans les obligations de la réglementation française, on a 3 scopes. Le scope 1, le scope 2 et le scope 3. C'est-à-dire, c'est 3 niveaux de périmètre de l'activité de l'entreprise. Et l'obligation, elle porte sur le scope 1 et 2 avec, on va dire, incitation à faire le 3. Et le scope 1 et 2, c'est très court. C'est pas grand-chose. C'est les émissions générées sur les sites, c'est-à-dire les sources fixes et mobiles de combustion. Alors, ça va être le chauffage, les climatisations, l'éclairage, l'électricité, les voitures possédées par l'entreprise, et c'est tout. Donc, évidemment qu'ils publient tous, ils font le minimum du minimum. Certains sont allés plus loin. Il y a même des grands groupes qui commencent à communiquer sur le fait qu'ils ont un objectif de neutralité, en tout cas de compensation, jusque sur le scope 3. Comme Microsoft, je crois. Laurent, la suite? Alors, donc, compenser ne doit pas être présenté comme du mécénat, n'est-ce pas? Qui surveille les abus de prise de parole? Alors, il n'y a pas forcément de surveillance d'abus de parole, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre une amende ou quelque chose pour avoir dit ce genre de choses. C'est juste que c'est un petit peu, vous savez, comme pour l'alimentaire avec Yuka ou la cosmétique, c'est-à-dire les consommateurs et le grand public deviennent de plus en plus avertis de ce genre de choses, et forcément à un moment donné, ça va être vraiment perçu comme du greenwashing, et en tout cas ça l'est par ceux qui connaissent bien le système. Le mécénat, ça n'est pas de la compensation. Ok. Next, Laurent. Bon. Alors, si Stéphanie veut prendre la parole ou que j'ai oublié quelque chose ou que je me suis un petit peu trompée, il y a encore deux questions. J'invite mes à poser des questions. Je ne les vois pas. Tu veux que je les lise? Moi, il y avait… Attends. Est-ce que la grande distribution… Sur le mécénat, peut-être une petite précision. C'est vrai qu'on ne parle pas de la même chose
la compensation carbone et le mécénat, c'est deux sujets différents. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais le mécénat, ça bénéficie d'un régime fiscal qui est un régime de réduction d'impôts, pour autant qu'on contribue à l'intérêt général de manière désintéressée. Donc, c'est du don et on ne doit pas avoir de contrepartie à ce don. Alors que la compensation carbone, là, l'entreprise a une contrepartie puisqu'elle compense ses émissions. Donc, voilà, on est vraiment sur deux sujets différents. C'est ça. On termine par la question de Franck. Ce bilan peut-il devenir un vrai projet d'entreprise? Donc, un outil de management positif. Est-ce le cas chez vos clients? Oui. Alors, de toutes les entreprises que j'ai accompagnées, on va dire, depuis 2009, j'en ai vu certaines qui n'ont pas du tout, mais pas du tout compris comment s'en servir et capitaliser sur le bilan. Donc, elles l'ont fait une fois, elles ont mis quelques actions en place, elles végètent sur quelques trucs. Bon, voilà. Puis celles qui ont vraiment compris le concept et se l'ont approprié, elles le renouvellent régulièrement. Alors, la loi indique 4 ans chez les entreprises de plus de 500 salariés et 3 ans sur les établissements publics, pour ceux qui sont obligés. Moi, j'ai des entreprises donc, qui ne sont pas obligées, qui le font quand elles ont envie, quand elles le sentent, quand ça change leur périmètre. Mais en tout cas, elles respectent les 4 ans. J'ai également une entreprise qui est obligée, mais qui le fait tous les ans. En tout cas, sur ce que je vous parlais, le scope 1 et 2, parce que le 3, c'est trop long, on ne pourra pas le faire tous les ans, mais parce que c'est un vrai outil de pilotage. Donc, c'est vraiment… Mais toutes ont mis en place des actions et on peut voir les bénéfices, en tout cas. J'ai le cas d'une entreprise qui a revu complètement sa chaîne de valeur, sa supply chain, en tout cas sa chaîne logistique, parce que quand on a fait le bilan, on s'est aperçu qu'en fait, par rapport à l'évolution entre les deux périodes, l'entrepôt, les entrepôts, la logistique étaient mal positionnés. Donc, ils ont carrément rapatrié tout. Donc, on arrive à avoir des choses qu'un bilan comptable ne montre pas. C'est le volet vraiment extra-financier et vraiment, mais à tout niveau. C'est-à-dire, on a des surprises extraordinaires. Des surprises, c'est-à-dire à chaque fois on dit mais pourquoi ça? Oh mon Dieu, mais ça émet autant de gaz à effet de serre et en travaillant dessus, forcément après on fait des économies financières entre guillemets, mais des économies de tout, c'est-à-dire on optimise tout. Oui, ce que disait Franck à la fin, au final rentable ou coûteux, donc rentable. Rentable, bien sûr. Rentable, en fait, ce sont des points de vue, je me permets d'intervenir juste comme ça, ce sont des points de vue nouveaux en fait sur un exercice d'entreprise qui permettent de donner un éclairage un peu particulier sur une réalité d'entreprise. Et c'est pour cela que la notion de bénéfice, elle doit être absolument, à un moment donné, éclairée non pas seulement en bénéfices financiers, mais aussi en bénéfices écologiques, en bénéfices sociaux. Et je pense que j'aimerais que tu t'exprimes peut-être sur cela, Nathalie, c'est comment est-ce que tu réussis à faire que les entreprises qui rentrent dans ces démarches réussissent à consolider l'intégralité des bénéfices qu'elles peuvent en retirer. Consolider, ça veut vraiment dire pour moi, il y a le matériel, l'immatériel, le sentimental presque, tu vois, c'est comment est-ce qu'elles réussissent à tirer une ligne totale en se disant, OK, on a vraiment gagné en changeant cela. J'entends bien que certains, au passage, vont rationaliser leur supply chain, et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on observe des choses avec un œil nouveau, et forcément, on modifie l'entreprise, et là, pour le coup, en monnaie sonnante et trébuchante, et en économie d'énergie. Mais aussi, en fait, comment tu réussis à tenir sur la durée un engagement tel que celui-là? Alors, il faut que ça marche, il faut déjà qu'il y ait effectivement et la gouvernance qui soit impliquée, et puis également les salariés, et que ce soit vraiment l'approche dans les deux sens. Hein. Ouais. Il faut également que on en discutait avec une entreprise l'autre jour, vraiment pour aller un peu plus à une étape suivante, il faut que l'enjeu environnemental rentre aussi dans les objectifs des salariés. C'est-à-dire que ça devienne un objectif comme un autre pour que chacun s'approprie, on va dire, la partie de l'action ou le suivi de l'action qu'il a en charge. Parce que forcément, tout le monde ne suit pas tout. Et même si on a souvent un référent, on va dire c'est le malheureux de l'affaire. Je ne vous cache pas qu'il y a parfois, avec certains référents carbone, je fais plus la psychologue. Mais bien sûr. Parce que c'est très difficile de faire remonter certaines informations. Parfois, c'est plutôt le critère humain qui fait un peu le blocage. Mais cela dit, quand c'est bien mis, et c'est vrai qu'il faut faire entrer tout le monde dans la même démarche, il faut communiquer en interne, il faut sensibiliser, il faut impliquer.
Et du moment où tout le monde se sent investi et que la feuille de route, elle est claire aussi. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Parce que c'est pas une action qui est faite entre le service QHSE et puis je sais pas trop qui, de 3 services. Non, il faut vraiment que tout le monde soit au courant, soit impliqué, que tout le monde puisse abonder. Et à ce moment-là, on peut définir une feuille de route avec réellement des missions de chacun. Et encore une fois, il y a la notion d'indicateur qui est quand même très, très importante et qui permet à chacun de suivre. Et après, c'est un état d'esprit, c'est une manière de fonctionner. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont prendre une décision ou autre, ils vont dire « Ah, mais on va un petit peu regarder quand même les données qu'on a parce qu'ils ont aussi des données carbone. » En fait, tu parlais de l'engagement de la gouvernance et à mon avis, c'est quand même une clé extrêmement déterminante dans la mise en œuvre de ce genre de projet. On a Christian qui est Christian Leviton qui est dans l'audition, parmi les auditeurs ce soir. Et je sais qu'il est très engagé sur la notion de projet d'entreprise, quelque chose qu'il pratique depuis longtemps. Et évidemment, un projet d'entreprise peut être sur mille et un sujets. J'ai appris ça à l'école, j'en ai fait dans ma carrière de communicant. Aujourd'hui, le projet d'entreprise devrait être quasi prioritairement orienté sur ces questions-là. En tous les cas, c'est pour la préservation de notre planète. Et il y a donc comme deux vagues croisées. D'un côté, la préservation, quelque chose de très vertueux, et de l'autre côté, le légal et le réglementaire. Et quand je voyais tout à l'heure, et je réagissais en disant 1500 euros si tu fais rien, c'est quand même une pétouille, une broutille. Je vois C'est Thomas à qui est 20 parmi 000. nous ce Je ne sais soir. pas si Stéphanie, il me semblait que c'était 20 000. Il voulait le monter à 20 000 euros, là, ce qui est prévu. Bon, pour un groupe, 20 000, c'est rien Non, du Non, tout. mais c'est la ce que je veux pression, dire. elle est ailleurs en fait, parce que C'est pour les pas. grands groupes, toutes les actions sont très scrutées. Exactement. Et donc, si ces entreprises veulent avoir accès à du financement, il va falloir qu'elles montrent leur engagement sur ces sujets. Donc, l'amende, c'est vraiment anecdotique, mais le vrai sujet, c'est celui du financement. Ok, c'est les obliger autrement. Je m'en vais, à bientôt. Merci pour ces questions. Merci Nathalie. Nathalie, Oui. donc merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que les étudiants peuvent retrouver ta présentation s'ils souhaitent davantage Mhm. encore d'informations. Si tu es d'accord, Sarah Oui. complétera tout ça. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Stéphanie Gerstein-Gerardi, qui va, elle, nous parler justement plus en détail de la philanthropie, du mécénat, comment les banques, comment les grandes entreprises s'inscrivent dans cette démarche. Oui, À toi. alors effectivement, voilà. Moi, je vais vous donner le côté pratique finalement de tout ça, parce que c'est ce que nous, on met en œuvre au quotidien. Donc, vraiment en deux mots, je travaille pour la banque Neuflis OBC. Donc, c'est une banque privée qui a été créée il y a plus de 350 ans. Donc, on est la plus vieille banque privée en France. Et notre métier, c'est d'accompagner des clients privés fortunés dans la gestion de leurs actifs. Et donc, nous sommes la filiale française d'un groupe néerlandais qui est le groupe ABN AMRO et qui, donc aussi bien la filiale française que le groupe, on est très engagé sur ces sujets de sustainability, de durabilité depuis longtemps. Donc, je vais avoir une approche assez large du sujet carbone, pas uniquement de la compensation, mais je vais essayer d'avoir vraiment de vous donner un aperçu de tout ce que ça touche en fait, ce sujet carbone chez nous dans notre métier de banque. Alors, je ne serai pas le porte-parole des banques, je parlerai uniquement de ce qu'on fait nous et voilà la manière dont on fait. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste faire un petit focus sur la loi Pacte qui est entrée en vigueur l'année dernière, en mai 2019. Stéphanie, je te Oui. coupe, on t'entend. Ah ben là, tout à coup, on t'entend. On t'entendait quasiment plus. Excuse-nous. Excuse-nous. Ah, alors, donc je vous disais que j'allais vous parler de la loi Pacte qui est entrée en vigueur en mai dernier, mai 2019, et qui, à mon sens, marque vraiment un tournant juridique dans l'histoire et la manière dont les entreprises vont fonctionner, puisque donc le code civil a été changé et désormais une entreprise doit être gérée dans son intérêt. Alors, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas bien. Toujours pas. Alors, mais je bougeais pas. Vous m'entendez? Alors, attends, voilà. Là, c'est mieux.
Oui, c'est mieux là. D'accord, je vais tenir le micro là. Donc, la loi Pacte, on va y arriver, qui modifie le code civil de manière assez fondamentale, puisque désormais toute entreprise doit être gérée dans son intérêt social. Donc, ça, on considère que l'entreprise a un intérêt social propre, différent de l'intérêt de ses actionnaires. Tout ça en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, ça signifie quoi? Et c'est toute entreprise. Donc, c'est obligatoire et ça vise toutes les entreprises. Ça signifie finalement que désormais, toutes les entreprises doivent avoir une démarche RSE et ça pèse sur les épaules des dirigeants. Donc, c'est vraiment un enjeu, je pense, très important pour les années à venir qui va, en fait, voilà, les dirigeants vont devoir s'interroger sur comment créer de la valeur durable en réduisant au maximum mes impacts. Donc, ça vient vraiment questionner le business model à proprement parler. Et les sujets d'empreinte carbone, bien évidemment, sont au cœur de la stratégie de l'entreprise, vont l'être de plus en plus au cœur de la stratégie de l'entreprise et certainement, ça va faire évoluer un certain nombre de modèles d'affaires. Donc voilà, loi Pacte, cette obligation qui pèse désormais sur les entreprises. Et la loi prévoit également la possibilité, là c'est juste une possibilité, non plus une obligation, d'inscrire une raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Alors, la raison d'être, c'est quoi? C'est l'utilité sociale de l'entreprise. C'est en tant qu'entreprise, je sers à quoi? Et donc, c'est finalement ce qui va pouvoir guider les dirigeants dans les actions et les décisions stratégiques qu'ils vont prendre par rapport à l'entreprise. Alors nous, chez Neuflize OBC et au niveau du groupe ABN AMRO, on a défini notre raison d'être avant en fait la loi Pacte, puisque c'est une démarche de groupe qui date déjà d'il y a plusieurs années. Et notre raison d'être, c'est être une banque meilleure pour les générations à venir. Donc notre raison d'être, elle est complètement orientée sur le sujet de la sustainability. C'est vraiment au cœur de notre business model. Et donc toute notre stratégie, elle doit être en cohérence avec cette raison d'être et ça infuse, ça percole finalement dans l'ensemble des actions que l'on entreprend, que ce soit vis-à-vis de nos clients, des collaborateurs ou de la société qui nous entoure. Donc voilà, ça, je pense que c'est des enjeux qui sont importants à avoir à l'esprit, ces notions de raison d'être et d'engagement des sociétés, parce que c'est des éléments qui vont faire évoluer en fait la manière dont on travaille. Alors, pour revenir plus directement sur le sujet carbone, alors, ce qui est évident, c'est que toute activité génère des impacts. L'enjeu, ça va être de maîtriser ces impacts. Et ça va être d'identifier la matérialité de ces impacts. C'est-à-dire, dans mon business, qu'est-ce qui génère les impacts les plus significatifs? Et quels sont mes leviers d'action pour faire en sorte de diminuer ces impacts? Alors nous, je vous disais, on est une banque, on fait de la gestion financière, et donc nos impacts premiers, c'est pas tant notre activité à nous, c'est la manière, c'est l'impact créé par l'utilisation de ces actifs qu'on gère. Donc c'est la manière dont on va orienter l'épargne de nos clients. Et c'est les produits financiers qu'on va pouvoir leur proposer. Notre plus gros levier, c'est celui-là. C'est comment orienter positivement l'épargne de nos clients. Alors, et ça, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. Donc, aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment de proposer à nos clients des produits à faible impact carbone, voire à impact positif. Alors, ça a l'air un peu abstrait, dit comme ça, mais en réalité, tout ça repose sur des critères très concrets. Alors déjà, de manière générale, on a exclu de notre univers commercial et d'investissement tout ce qui touche, tout ce qui a un impact sur la déforestation et sur le charbon. Ça, c'est en dehors de tout ce qu'on peut proposer. Ensuite, notre ambition, c'est vraiment de promouvoir la finance positive et notamment ce qu'on appelle la gestion ISR. Alors, la gestion ISR, c'est les investissements socialement responsables. Alors, on est champion du monde en acronyme dans les banques, mais voilà, les investissements socialement responsables, ça va être
pour vous expliquer concrètement de quoi il s'agit, c'est quand je vais orienter l'épargne de mes clients vers des valeurs, je vais regarder comment les sociétés vers lesquelles je dirige l'argent sont notées d'un point de vue environnemental, sociétal et par rapport à leur gouvernance. Donc, en fonction de cette analyse, on va sélectionner des valeurs et on n'orientera que sur des entreprises qui ont les meilleures notes ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et on exclut tout ce qui est énergie fossile, bien évidemment. Donc, notre ambition, c'est de proposer cette gestion socialement responsable par défaut à nos clients dès cette année. C'est quelque chose qu'on propose déjà, mais là, ça va devenir la norme. Et pour mesurer en fait l'impact de tout ça, on travaille avec un partenaire qui est la société Oecom, qui fait de la mesure d'empreinte carbone des portefeuilles de nos clients. Donc, sur cette gestion ISR, on est capable de mesurer l'impact carbone de ces investissements. Donc, à côté de ces investissements ISR, on promeut également des fonds d'impact. Là, la logique est un peu différente. Quand on investit dans un fonds d'impact, le retour sur investissement, il est de deux catégories. La première, c'est un retour sur investissement financier. Donc, on va gagner de l'argent, on espère. Et à côté de ça, l'argent qui est investi va lui-même produire de l'impact sur le terrain. Là, en l'occurrence, le fonds d'impact avec lequel on travaille, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des entreprises qui œuvrent sur les énergies renouvelables. Donc, voilà, là, le flux financier, il est dirigé vers ce type d'activité. Donc, voilà, ISR, investissement impact. Ensuite, on a aussi des démarches un peu plus spot pour accompagner nos clients et voilà, faire notre part à leur côté, notamment sur des produits qu'on appelle des produits d'épargne vert, des green bonds. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais sur ces produits-là, une partie des revenus qui sont générés pour la banque sont réinvestis dans des projets de reforestation que l'on a mené en 2019 avec Reforestation, avec qui on a planté un peu plus de 50 000 arbres. Voilà, ça c'est toutes les actions qu'on mène vis-à-vis de nos clients pour faire en sorte que nos produits, les produits qu'on propose à nos clients, contribuent à la transition écologique et que toute cette épargne, finalement, soit utilisée de manière responsable et orientée sur des projets qui ont le moins d'impact carbone possible. Après, nous-mêmes, on a notre activité et donc on a des impacts directs. C'est ce que Nathalie expliquait avec le scope 1 et 2. Sachant que finalement, ce qu'on fait avec l'offre client, c'est du scope 3. Donc, pour nos impacts directs, eh bien, la méthodologie qu'on retient, c'est encore une fois ce qu'expliquait Nathalie tout à l'heure. On calcule, donc on fait notre bilan carbone, on réduit et on compense. Alors, on calcule. Nous, le bilan carbone, on le fait, c'est un exercice qu'on fait depuis 2008. Donc, on a été très en amont sur ce sujet-là et on le fait tous les ans. Donc 2008, ça fait plus de 20 ans. Donc on a eu le temps de prendre, d'intégrer en fait toutes les apprentissages qu'on a tirés de ces bilans carbone. Et donc après avoir calculé, on a mis en place des actions pour réduire nos impacts. Et ça depuis une vingtaine d'années. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, mais parmi les actions les plus transformatrices, on va dire, on a beaucoup travaillé sur la mobilité, et ça depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, ça fait très longtemps qu'on a arrêté pour les déplacements professionnels de prendre l'avion. Et donc, pour tout ce qui est court et moyen courrier, on a une obligation dans notre politique de n'utiliser que le train. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on a réduit nos déplacements. Donc là aussi, on a basculé
assez tôt sur des alternatives de conférences à distance. Donc là, on n'était pas dépaysés au début de la crise parce que tout ça était déjà plus ou moins organisé chez nous. Et donc, on a mis en place tous ces outils digitaux. Alors, les outils digitaux, c'est super, mais là aussi, il faut faire attention aux effets rebonds parce que il ne faut pas sous-estimer l'impact du digital. Donc, le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, avec une progression assez importante, puisque le numérique, ça croît, la consommation d'énergie, ça croît de plus ou moins 9% par an. Donc, c'est bien d'arrêter de prendre le train pour aller voir ses collègues à Amsterdam, mais si on explose avec des visioconférences, il faut aussi anticiper ça. Donc, ça, c'est un élément qui a été identifié. Et il y a eu un gros travail, alors pas uniquement pour ce sujet-là, hein, parce que toute notre activité est très digitale, mais nous, on a notre propre data center aux Pays-Bas. Et on a revu, en fait, l'intégralité de l'efficience énergétique de ces data centers pour les optimiser d'un point de vue énergétique. Donc voilà, on a beaucoup moins de pertes de chaleur, on a de la fibre, bon, moi je suis pas informaticienne, mais voilà, on a mis en place des choses assez comment dire, enfin qui fonctionnent bien en termes d'économie d'énergie. Alors, on a également travaillé sur notre flotte de véhicules. Donc, on a basculé essentiellement sur des véhicules hybrides. Et puis, après, on a d'autres actions du type recyclage sur du matériel informatique. Ça aussi, on a eu cette réflexion, comment recycler et optimiser en fait notre parc informatique, comment réduire notre consommation de papier. Ça allait avec la démarche de digitalisation. Et puis on a des trucs beaucoup plus pratico-pratiques, hein, mais par exemple on a mis en place des bornes pour recycler les mégots de cigarettes. Bon, ça a l'air peut-être anecdotique, mais un mégot de cigarette, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc c'est voilà, tout ça, toutes nos actions ont des impacts. Donc autant réduire tant qu'on peut, réduisons les impacts. De la même manière, on n'a plus de capsules de café depuis longtemps. On a des machines qui fonctionnent avec des grains de café et on recycle le marc de café. On a des partenaires voilà, qui viennent récupérer ce marc de café qui est réexploité, qui est exploité, réutilisé. Voilà, et puis on a aussi supprimé tous les plastiques à usage unique. Donc plus de gobelets évidemment, on a des fontaines à eau et on a équipé les collaborateurs avec des gourdes et des gobelets. Voilà un petit peu un aperçu des mesures pratiques qui ont été prises pour réduire nos émissions. Et puis après, il y a des émissions qu'on peut pas réduire et elles, il faut les compenser. Et donc, pour les compenser, on investit tous les ans dans des programmes forestiers. Alors nous, on a fait le choix d'agir plutôt en France. Le dernier programme, c'était un programme dans les Pyrénées de gestion raisonnée de la forêt. Et voilà, donc là, on fait de la compensation carbone dans ce cadre-là. Et à côté de ça, là aussi, c'est un peu plus anecdotique, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. On incite aussi tous nos collaborateurs à passer par Ecosia comme moteur de recherche qui reverse 80% de ses bénéfices à des programmes de reforestation. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que je ne vois plus rien bouger. Oui, ok, super. C'est un peu déstabilisant de ne pas vous voir, mais bon, si tout le monde est là, c'est parfait. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Ah voilà, c'est bon, je suis Je reviens à l'écran pour que tu te sentes moins seul comme ça, mais ils sont tous là, hein, ils sont 150 là. Ça va. Il n'y a plus de questions, plus rien. Je me dis, ça se trouve, je parle toute seule depuis 5 minutes. Non, non, pas. Bon, ok. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait pour compenser nos propres impacts liés à notre activité.
Après, en tant qu'entreprise engagée, on a la responsabilité d'aller plus loin, de faire notre part vis-à-vis de la société. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a nos actions de mécénat. Donc, en matière de mécénat sur le sujet carbone, ce qu'on fait depuis 2015 maintenant, depuis la création, c'est qu'on est partenaire d'une structure associative qui s'appelle Sylvact. C'est donc une structure qui a été créée dans la région Rhône-Alpes-Grand Lyon et dont l'objet est d'agir pour la forêt de demain. Parce que planter des arbres, c'est bien, mais en fait, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus globale du sujet. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. On n'a pas forcément besoin de planter. Il faut aussi parfois couper. Il faut réintroduire de nouvelles espèces. Voilà, le sujet de la forêt, c'est un sujet qui est assez complexe. Et Sylvact, c'est vraiment un acteur de terrain qui travaille avec les propriétaires de forêt et les régions pour avoir cette approche, pour faire avancer le sujet de la forêt, mais dans une approche de biodiversité et d'écosystème. Donc, on a trouvé que c'était super intéressant comme démarche et que c'était très impactant finalement pour la société et puis sur le sujet de l'environnement. Donc, voilà, Sylvact, une vraie action vertueuse sur la gestion durable de la forêt. Après, on a un autre partenariat qui va peut-être vous parler, vous qui êtes peut-être en face de la mer actuellement. C'est le partenariat qu'on a avec la Fondation Tara pour l'océan. Alors, pourquoi un partenariat avec un acteur de l'océan? Parce que l'océan, c'est le poumon bleu de notre planète et l'océan, ça absorbe un quart des émissions de CO2 et ça produit 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc, c'est-à-dire que l'océan, ça produit autant que les arbres. Donc, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais voilà, il y a un vrai enjeu au niveau de l'océan par rapport à notre équilibre, à l'équilibre écosystémique. Donc, on est très engagé auprès de la Fondation Tara pour soutenir leurs actions de recherche, d'éducation, parce qu'ils sont très, très actifs auprès des élèves, des ados, des petits et des ados notamment. Et ils ont des actions de plaidoyer politique sur les sujets de l'océan. Et on sensibilise également nos clients aux sujets portés par Tara, ainsi que nos collaborateurs. Donc, on organise des conférences pour qu'ils puissent présenter tout ça et finalement informer le maximum de personnes sur ces sujets et ces enjeux. En termes de mécénat, c'est nos deux axes forts sur les sujets qui sont liés au carbone. Après, je voulais aussi vous parler d'une conférence qu'on a montée l'année dernière pour nos clients. Une conférence qui s'intitulait Comment l'art interroge notre rapport à l'environnement. Et donc on avait invité une artiste qui s'appelle Nazia Mestaoui, qui travaille avec une tribu amazonienne qui est la tribu des Uniqueen. Et donc, ils étaient de passage à Paris. On a organisé cet événement. Elle travaille avec eux. Alors, bien évidemment, on parle de l'Amazonie, on parle de la forêt amazonienne. Et du fait que ces tribus sont en danger, puisque progressivement, on s'approprie leur terre. Et donc, non seulement c'est un problème pour la tribu, et puis c'est un problème global pour l'humanité. Donc, avec cet artiste, ils ont un projet. Donc, cette tribu peigne des toiles qu'ils vendent. Donc les toiles, elles représentent, c'est l'esprit de la forêt. Bon, on a eu l'occasion de discuter avec le chaman, c'était passionnant. Et avec les dons, enfin pas les dons, mais les revenus qu'ils tirent de la vente de ces tableaux, ça leur permet de racheter des terres dans la forêt amazonienne et de préserver leur environnement. Donc, j'ai moi-même, je l'ai décroché parce que j'ai un tableau. Voilà. Ça, c'est l'esprit de la forêt amazonienne. C'est très coloré.
Et avec ma petite toile, j'ai contribué à préserver un tout petit bout de forêt amazonienne. Mais voilà, c'était important de partager ça aussi avec nos clients pour les sensibiliser et puis pour les inciter à faire des dons finalement pour cette cause. Et donc, ça me donne une transition toute trouvée pour parler de philanthropie parce que donc, on a parlé de mécénat. Peut-être j'aurais dû commencer par un petit peu de sémantique. En fait, le mécénat, c'est quoi? C'est l'action désintéressée que fait l'entreprise au profit de l'intérêt général. La philanthropie, c'est le même sujet, mais porté par des personnes physiques. Donc, nos clients sont des clients fortunés. Je vais vous expliquer qu'on est une banque privée, on fait de la gestion de fortune pour des clients qui ont de l'argent. Et certains souhaitent donner une partie de leur patrimoine pour soutenir des causes d'intérêt général. Alors, soit ils peuvent faire un don, parfois ils ont envie de faire un peu plus, donc ils peuvent aussi créer leur fondation, et parfois ils ont envie de faire un peu plus qu'un don, mais pas non plus de créer leur fondation. Donc nous, on a créé une structure qui s'appelle Feel Good Foundation, qui est elle-même, c'est un fonds de dotation, et grâce auquel on va pouvoir proposer des projets d'intérêt général à nos clients, sur différentes thématiques de l'intérêt général, mais sur notamment des problématiques environnementales. Donc, ça va pouvoir être des sujets d'agroécologie, d'environnement. Je parlais de Tara. Tara est également un partenaire de Feel Good Foundation. Donc, voilà, c'est notre manière à nous d'embarquer nos clients, de les inciter à utiliser aussi leur argent en faisant du don pour contribuer au bien commun. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à nos actions. Le dernier point que je voulais aborder, et c'est un petit peu ma manière de conclure, c'est vraiment sur l'aspect communication proprement parler. C'est vrai qu'on traverse une crise sanitaire, sociale, environnementale. Là, tout se percute. L'heure est plus au greenwashing, là. C'est plus possible parce que on peut pas se le permettre. Parce que les consommateurs sont pas dupes et parce que les financeurs non plus sont pas dupes. Sachant que en fait, les financeurs eux-mêmes sont, on regarde en fait ce que les banques financent. Les agences de notation regardent ce que les banques financent et donc les banques ont cette pression de financer des activités qui devraient être de plus en plus propres. Donc, même si la RSE, finalement, c'est pas obligatoire, on a vu qu'il y avait des sanctions qui n'étaient pas dingues, quoi. En fait, la pression, elle est ailleurs. Elle est sur Big Brother is watching you, hein. Donc, il faut vraiment que les entreprises transforment en fait ces contraintes. C'est l'objet de la RSE, hein, transformer les contraintes en opportunités si elles veulent pouvoir développer leur modèle d'affaires et s'inscrire dans la durée. Donc, en termes de communication, toute activité a un impact, ce que je l'expliquais en propos introductif. Et donc, il faut pas communiquer sur le fait que on pourrait compenser ou neutraliser et qu'il n'y aurait pas d'impact. Quand on plante des arbres, c'est très bien, mais les arbres qu'on plante, ils capteront le carbone dans 20 ou 30 ans. Alors que l'activité que l'on cherche à compenser, elle génère des impacts carbone aujourd'hui. Donc, il y a ce delta dans le temps qui fait que, par principe, une activité ne peut pas être neutre. Donc, il faut vraiment faire attention à la manière dont on communique sur le sujet pour pas se prendre les pieds dans le tapis et pour rester dans une communication honnête et responsable. Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit pour être dans une démarche de communication sincère et engagée. Voilà un petit peu, j'espère que c'était pas trop dense. Et j'ai pas regardé du tout les questions. Il y a un mode question, donc écoute, on va commencer. Voilà. Que pensez-vous de la nef? Demande Jeanne. Ils ont des activités hyper intéressantes. NEF, peut-être? Tu peux préciser ce que c'est? NEF, nef? Alors, ouais, la nef, ils ont
De mémoire, moi, je ne travaille pas avec eux, Mhm. mais de mémoire, c'est une structure d'intérêt général qui promeut des actions à impact positif. Donc, je D'accord. ne peux pas en parler plus que ça parce que effectivement, je travaille pas avec eux, mais effectivement, c'est un acteur incontournable sur le secteur. Ouais. Mais Pourquoi la on n'est pas du tout sur le même voilà, segment de clientèle. Hein. clientèle? Oui, justement, avant de passer à cette question-là, il y avait une question de aussi Jeanne qui disait, mais pourquoi, ou de Carla, pourquoi Neuflis n'a pas une partie de banque particulier? Est-ce que c'est juste des grands Parce que comptes? Quel est le... non, c'est pas notre modèle d'affaires. La banque ABN AMRO, donc notre actionnaire majoritaire, a des filiales de retail. Donc, il y a des banques ABN AMRO Retail. Donc, retail, c'est la banque pour vous et moi, pour tout le monde. Mais là, nous, notre modèle d'affaires, c'est vraiment faire de la gestion de fortune. Donc, voilà, c'est notre cœur. Alors, on fait et de la gestion de fortune et nos clients, c'est à la fois des clients privés et des clients entreprises, mais des entreprises patrimoniales, c'est-à-dire avec un actionnariat privé. Donc, ça va pas être des Danone ou du Nestlé, mais c'est des entreprises qui sont détenues par des entrepreneurs privés. Mais est-ce que votre démarche est justement de les convaincre, enfin en tout cas de les guider, de les conduire, voire de les convaincre à s'impliquer, à compenser, à investir différemment, peut-être? Alors, complètement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à notre offre produit. Donc, pour nos clients privés, encore une fois, dès cette année, l'offre par défaut, ça va être une offre d'investissement socialement responsable. Donc, ça va être l'offre première qu'on proposera à nos clients. Donc, ça, c'est déjà très engageant. Et puis, pour les clients entreprises, euh, encore une fois, le coût du crédit, quand un établissement bancaire prête de l'argent à une entreprise, elle va analyser en fait la robustesse financière et extra-financière de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a vraiment euh, cette démarche engagée d'un Engagé. point de vue extra-financier, ça va réduire finalement le coût du crédit. D'ailleurs, nous, on a développé une offre de crédit à taux bonifié pour des entreprises qui sont engagées d'un point de vue RSE. Ok. Donc il y a une question de Franck, et puis Thomas aussi, Thomas qui a une grosse question. Pourquoi les Alors, fonds IFR sont-ils plus performants, pardon? mm, Modèle d'affaires, attractivité, actionnaire, motivation salariée, préférence conso. Est-ce qu'il existe des études, Happy Work, qui est deux fois plus rentable que son benchmark? Tu vois les alors, questions? des études, il y en a pléthore, et elles Mhm. concluent toutes sur le fait que effectivement la gestion ISR est globalement sur la durée plus performante que la gestion non ISR. Et la crise qu'on traverse en est encore un exemple, puisqu'on voit bien que les gestions ISR performent mieux que les gestions non ISR. Bon, c'est pas un miracle, hein. Investir dans une entreprise qui traite bien ses salariés, qui a une approche responsable des ressources qu'elle utilise pour fabriquer ses produits et qui a une gouvernance plutôt intelligente, a priori, c'est pas complètement absurde qu'elle performe mieux qu'une entreprise qui traite mal ses salariés, qui pourrit la planète et qui n'a pas organisé un plan de gouvernance. C'est ça une entreprise ISR. C'est une entreprise euh, euh, voilà, qui traite ces sujets. Donc, euh, donc oui, évidemment, c'est pas un hasard hein, si les entreprises ISR, les résultats de la gestion ISR sont en général meilleurs que la gestion non ISR. Encore une fois, sachant que là, ce qui est compliqué, c'est le paramètre timing. La gestion ISR, c'est pas une gestion de court terme. Parce que quand on met en place ces politiques RSE dans l'entreprise, qui sont des politiques transformatrices, euh, on n'en change pas tous les 6 mois ou tous les ans parce que les résultats sont pas au rendez-vous. C'est des politiques qui doivent s'inscrire dans la durée. Donc la gestion ISR, de la même manière, ça doit être une gestion envisagée dans la durée. C'est pas, on fait pas de l'achat-vente sur des produits ISR. Mhm. Ah, on t'entend pas, Franck. On ne t'entend pas. La question, c'était
La reforestation. Ah, ça y est, on Ouais, t'entend. l'ISR, c'est vachement intéressant. C'est pas un coup, pardon, juste un instant, c'est pas un coup de banque, c'est pas un coup de spéculation. Et c'est ça, en fait, ce que tu défends, Stéphanie. Les chiffres sont en train de parler comme quoi un fonds ISR est beaucoup plus rentable à long terme. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, il faut avoir une pensée longue en toute chose. Il faut avoir une pensée lente et une pensée longue. Une pensée lente, sobre et longue. Donc, ça Ouais. signifie Et que là, ça remet à plat nos schémas de pensée parce que on est dans un système global et un système financier qui était plutôt orienté court-termiste. exactement. Mais on voit bien que, bah voilà, compte tenu des enjeux actuels, on peut pas continuer comme ça. Ok. Euh, il y avait une question, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que même les entreprises très présentes dans l'e-commerce, notamment en cosmétique, c'est toujours la compensation se fait via la reforestation. C'est quoi? Pourquoi? C'est plus facile? Quel est l'objet? Parce que en fait, c'est ce qu'expliquait Nathalie tout à l'heure, hein, tout est assez encadré en termes de compensation carbone. Donc, c'est des entreprises qui font la compensation carbone. Et c'est vrai que le gros du sujet, c'est de la reforestation, mais pas uniquement. Enfin, je pense qu'il y a aussi il y a des projets d'agroécologie. Je ne sais pas trop s'il y a de la compensation carbone. Bah, après, les arbres, c'est facile parce que bah, on plante des arbres, quoi. Donc c'est matériel. Sur l'océan, c'est plus compliqué de faire quelque chose. Euh, mais oui, je pense qu'il y a les arbres et puis il y a le levier de l'agroforesterie parce que l'industrie agroalimentaire, enfin, on a un vrai sujet en termes de durabilité de l'alimentation et de transition agroécologique à faire. Parce que bah, c'est très polluant euh, et, voilà, il va falloir nourrir 10 milliards d'habitants dans pas très longtemps. Donc, on a beaucoup de choses à repenser sur notre modèle agricole. Et la crise qu'on traverse s'en fait l'écho. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire avec des impacts carbone sur les chantiers d'agroforesterie. Moi, j'avais une question, pardon. Donc, en fait, dans le cadre de votre activité, vous êtes à la fois en train de flécher les investissements de votre clientèle sur des fonds ISR à long terme, en leur disant que vous allez gagner à terme sur les investissements que nous vous proposons, et à la fois vous leur proposez une activité de mécénat et donc De d'investissement philanthropie. de Mm. philanthropie. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que vous leur faites d'abord, vous leur proposez de gagner un peu d'argent et puis vous leur dites, on va en garder une part pour être philanthrope. Vous réussissez à les motiver d'emblée sur les deux dimensions. Comment réagissent-ils? Excuse-moi, je bombarde de questions parce qu'il y a quelque chose qui nous intrigue tous, je pense. On a eu une à deux blagues qui étaient rigolotes, qui étaient de dire, ben, on reviendra quand on aura de l'argent. C'est vrai que pour nous, tout à coup, c'est assez intriguant d'imaginer qu'enfin quelqu'un puisse aborder les grandes fortunes en leur disant on va investir ainsi et puis en plus on va t'en prendre une partie que tu ne reverras pas. Euh, euh, Alors, quel, quel on ne bénéfice? le formule Voilà. pas comme ça. On le formule pas comme ça. On les incite, on les informe, on essaye de leur donner envie. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire de la pédagogie, d'expliquer les enjeux et d'expliquer comment on peut contribuer chacun à sa manière à la Mhm. résolution des enjeux. Mhm. Donc c'est un peu voilà, c'est le faire sa part des colibris. Et puis les grandes fortunes, bah eux aussi ils ont fait fortune. Parfois parce que ils ont monté une boîte, ça a super bien marché, ils l'ont revendue et voilà, ils ont créé de la fortune comme ça. Ou bien c'est une fortune familiale. Enfin bon, il y a plein de raisons. Et en même temps, ces gens-là, ils ont aussi tout le monde cherche du sens Ouais, je suis à d'accord. son argent, donner du sens à sa vie. Euh, et donner du sens à son argent, bah, on a plusieurs manières de le faire. Donner du sens à son argent en l'investissant de manière responsable. Et puis, on peut utiliser une partie de son argent pour faire des choses sans attendre de retour financier. Donc, ça, c'est le don, c'est la philanthropie. Mais on n'a pas de retour financier, mais on a d'autres retours. On a la satisfaction d'avoir contribué un petit peu à faire avancer le monde. Bien Donc, entendu, moi tu prêches un convaincu, mais ce que je voudrais savoir, c'est en mm, fait, est-ce qu'on a dans ces cas-là, euh,
est-ce que votre position, donc je pense qu'elle est innovante, mais en même temps, tu disais que ça fait un moment que vous travaillez sur cet angle-là. Est-ce que ça vous amène dans un coin comme un espèce d'ovni de la banque, ou est-ce que vous êtes en train de faire école? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous êtes dans une banque privée complètement électron libre, ou est-ce qu'au contraire, à Monaco, il y a des gens qui sont en train de vous benchmarker et en train de se dire, waouh, c'est ça qu'on va faire demain? Bah, j'aimerais bien. Bah moi aussi. Ça fait longtemps que tu aimerais bien, je Alors, crois. ce qui est certain, c'est que tout le monde est en train de bouger sur ces sujets-là. Alors nous, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de la banque. En fait, les fondateurs de la banque étaient eux-mêmes des entrepreneurs mécènes engagés. Donc c'est vraiment dans l'ADN de la maison de traiter de ces sujets-là. Donc on s'est pas dit il y a 5 ans, ah la philanthropie c'est un truc génial, on va en parler à Mmh. nos clients. Mmh. Et l'ISR, on s'est pas dit il y a 18 mois, oh c'est super, c'est le nouveau truc qu'il faut faire. Tout ça, c'était déjà en place chez nous. Ce qui change là, c'est qu'on a donné un coup d'accélérateur parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui a besoin de cet accélérateur. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les banques ont aussi cette pression d'être des acteurs de la transition écologique. Donc, bien sûr, on n'est plus les seuls à faire de l'ISR, tout le monde s'y met, et tant mieux, c'est là qu'il faut aller. Tout le monde n'a pas la même maturité en termes d'offres, mais effectivement, on est quand même moins seul aujourd'hui qu'on l'était par le passé. Donc, il y a Cette quand même, transition, ouais. ce mouvement est engagé. Bon, après, en philanthropie, là aussi, on est quand même assez en avance. Bon, d'autres acteurs font aussi des choses, hein. Euh, sur le monde, dans le monde de la gestion de fortune, effectivement, surtout depuis 2009, en fait, le sujet de la philanthropie explose un petit peu. Donc, euh, donc voilà, c'est des sujets traités par mes concurrents. À Monaco, je ne sais pas trop ce qui se passe, hein. Je vais être transparente. Tu prêches des convaincus, là, mais Je sais pas. Bah, s'ils veulent, tant mieux. Qu'ils y aillent, Non, hein. mais c'était une boutade. L'idée, c'est Ouais. que c'est qu'il faut que Il des choses. faudrait. Mais bien sûr. Mm. Ok. Est-ce qu'on a des questions, Laurent? Alors, Thomas. Thomas nous demande, il y a le réemploi dans le BTP ou la création. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans la compensation carbone, il y a le réemploi dans le BTP ou la création de biodigesteurs pour créer des alternatives d'énergie. C'est, Est-ce ouais, c'est pas une question. Thomas, tu voulais dire quoi? C'était plutôt sur la conf d'avant, non? que c'est pas une En question? plus de planter des arbres. D'accord, merci, Thomas. C'était une précision. D'accord. Voilà, c'est très, très technique. Mm. Je vois pas d'autres questions. Les étudiants, vous avez une autre question? Ou Carla bien... nous demande si Alors, Carla, dans ah oui. dans votre offre, dans votre clientèle, est-ce que vous avez plutôt une proportion grandissante de clients qui sont portés sur ces questions, ou bien au contraire, est-ce que est-ce que vous êtes exclusif sur cette offre-là, pour dire les choses autrement, ou est-ce que vous êtes encore obligé d'être avec une double contrainte, une double commande? Bah, c'est des sujets sur lesquels, encore une fois, il faut faire beaucoup de pédagogie parce que c'est pas des sujets qui sont encore très connus des clients. Donc même si nous on est actifs sur ces sujets-là depuis longtemps, je pense que la maturité des clients n'était pas là dans les années précédentes. Donc ça faisait partie de la gamme de produits qu'on offrait. C'était un élément parmi d'autres. Alors que le shift aujourd'hui, c'est de passer à une offre première ISR, et puis pour ceux qui veulent pas faire d'ISR, ben, on fera autre chose. Mhm. Donc il y a tout ce travail pédagogique à faire, mais c'est vrai que quand on explique ce qu'on vient de se dire, que si on investit dans des entreprises qui prennent en compte ces sujets environnementaux, sociétaux et de gouvernance, a priori, c'est des entreprises qui sont plus résilientes à long terme. Donc, euh, les clients sont globalement assez sensibles à ces sujets et basculent euh, enfin voilà, la bascule, je pense qu'elle est en train de se faire et elle va se faire. Ok. Ok, ça signifie qu'on est moins dans le court terme et le cash immédiat, et ça, c'est très constructif. Mm. Voilà. Il y a une union des banques ISR, il y a une union des banques engagées. Il n'y a pas une union, mais bon, c'est des sujets de place dont on discute ensemble. Mm. Ouais.
Ok. Alors, gros problème de connexion chez Léa. Écoutez, pour ma part, j'ai savouré ces deux conférences. Je ne sais pas s'il reste des questions. Laurent, je ne crois pas. On est bon. Écoutez, moi j'ai adoré vous écouter et les unes et les autres. Le bilan carbone, on a compris la leçon, chère Nathalie, c'est évidemment d'abord il faut réduire, ensuite il faut peser, puis enfin il faut compenser. Si j'ai retenu, c'est bien ça. Il y a Thomas qui m'a repris à un moment donné, qui m'a dit non, non, mais pense pas à compenser ta data. Imagine d'abord comment la réduire. Merci pour le tips, Thomas. Donc réduire, puis compenser les résidus, puis mesurer le résidu, puis le compenser. C'est ça la grande leçon. La meilleure Oui, énergie à compenser, c'est encore celle qu'on ne consomme c'est pas. ça. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis Stéphanie parlait aussi de l'effet rebond. C'est un paramètre à prendre en compte parce que parfois on compense sur un côté et on émet plus de l'autre. Eh oui. Ça, c'est aussi très important. Alors ça, pour le coup, c'est un des thèmes qui est très sensible dans le Climacte 2020, c'est le droit au paradoxe. C'est-à-dire que je pense que quand on est en transition, quand on a décidé d'enchanter autour de la transition, eh bien, on ne peut pas être parfait à tout point de vue. Il faut accepter de travailler parfois en trébuchant. Et moi, je crois très très fort à cette idée. Thomas disait l'autre jour, quand nos jeunes vont envisager de prendre des fonctions dans des entreprises, ils devront à la fois plus envisager leur capacité à transformer l'entreprise que de mesurer l'état de l'entreprise avant qu'ils n'entrent. Justement, leur mission, c'est de faire bouger les entreprises. Et ça passera par des paradoxes, j'entends bien. Donc, il faut apprendre à compenser, ça c'est une chose. Et puis, il faut apprendre à donner, si j'ai bien compris par ailleurs Nathalie, investir de manière constructive, qu'on soit une grande fortune ou qu'on aille à la nef, parce que Jeanne a raison. L'équivalent de votre banque, c'est la nef. Et chacun de nos étudiants devrait aujourd'hui quitter sa banque pour rejoindre la nef. J'ai pas d'action à la nef, hein, je vous rassure. Il y a le crédit coopératif, il y a la nef, il y a toutes ces banques qui vous tendent les bras et qui vous permettent de mettre votre argent là où des gens aussi responsables que Stéphanie s'engagent pour que l'argent circule de manière vertueuse et positive. Oui, il y a des plateformes aussi dans lesquelles on peut soutenir des entreprises à impact positif. Je pense à l'ITA, par exemple. Je n'ai pas d'intérêt chez eux, mais voilà, D'accord. je pense que c'est aussi des choses intéressantes si on veut L'ITA, c'est utiliser ITA l'ITA, ouais. et l'ITA, très bien. Ouais. Tu peux Vous rappeler pouvez aussi aussi, le nom de l'association pour les océans, protection de l'océan, C'est la demandez fondation Tara pour l'océan. Fondation T-A-R-A. Tara pour l'océan. Ouais, Tara pour T-A-R-A. l'océan. Ouais. Pardon. ok, C'est bon? il y a plusieurs solutions pour faire circuler votre propre petit argent sur des plateformes effectivement de crowdfunding, etc., pour aider des gens à lancer leurs projets vertueux. Il y en a plus qu'il n'en faut. Voilà. Merci Thomas pour le lien concernant ITA. Ouais. Et Vassalou Voilà, des membres actifs de la Tech Forum. Ok, exactement. vous Exactement. avez des bonnes infos là. Nickel. Très très bien. Eh bien, mesdames, merci beaucoup pour ce plateau, pour cette conférence. Marie, je te cède la parole pour conclure et dire au revoir à nos étudiants. Oui, merci Franck. Nathalie, Stéphanie, merci beaucoup pour votre Merci. implication, votre gentille réponse positive à notre sollicitation. Franchement, en espérant que bien via peut-être Green Management School, on aura l'occasion de vous revoir. Si Climact prendra une autre forme l'an prochain. En tout cas, merci beaucoup. On vous invite aussi à suivre les prochains actes, tous les mercredis jusqu'à la fin juin. Et la semaine prochaine, ça sera circuit court, économie symbiotique. On va faire parler donc en local, quelqu'un qui a une plateforme comme ça qui fait travailler les petits commerçants, agriculteurs en circuit court avec des produits bio et qui va aussi nous parler, enfin faire intervenir un chef engagé qui a laissé tomber les palaces, etc. pour faire une cuisine vraiment avec ces produits locaux et pour respecter donc ces circuits courts. Voilà. Donc ça sera rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus. Mille merci, mesdames. Merci. À bientôt. Bonne fin de soirée. Bon week-end. Bon pont Merci. si vous prenez, etc. Attention, pas plus de 100 km, Stéphanie, désolée. Non, ouais. Mais il fait très beau à Paris, donc. Bon, ni la Normandie, ni la Bretagne, Non. et ni le Sud, pas cette fois. À bientôt. Nathalie, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Les étudiants, à très bientôt. Vous savez, vous nous manquez, on se répète. On pense à vous. On est là si vous avez le moindre petit souci, vous le savez, n'hésitez pas. Bonne soirée. Au revoir.
Au Au revoir. revoir.